Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast des Heureux Anonymes. Je sais, vous attendiez votre prochain épisode mardi, il arrive seulement vendredi à cause d'un petit souci technique qui m'a obligé à réenregistrer la séquence. Aujourd'hui, vous allez découvrir les histoires de Vanessa. Vanessa est d'origine brésilienne, vous l'entendrez à son petit accent chantant. Pour suivre son mari français, elle s'est expatriée à Paris en continuant à travailler dans la même boîte qu'au Brésil, mais en faisant un peu évoluer ses missions. D'une ingénieure chimiste, elle est devenue marketeuse. Malheureusement, tout s'est pas passé comme prévu en France dans sa vie perso, et elle a décidé de divorcer et s'est retrouvée à devoir reconstruire sa vie morceau par morceau. À 28 ans, le choc est rude. Alors il faut que je vous l'avoue, je ne pensais pas aborder des sujets astrologiques sur ce podcast, mais Vanessa m'a confié que 28 ans, ce n'est pas un hasard. C'est le temps que met la planète Saturne à faire le tour du zodiaque. C'est un signe tournant de remise en question. Cette période de doute intervient pour nous obliger à tirer des enseignements de ce qu'on a entrepris dans le passé et surtout nous invite à ne pas reproduire les mêmes erreurs dans le futur. Rien ne s'obtiendra avec facilité et seuls les efforts soutenus seront récompensés. Le défi pour elle, et pour tous ceux qui sont en crise à 28 ans, c'était de prendre des décisions sensées et pragmatiques. D'un naturel persévérant et très mature, j'ai presque envie de dire sage, elle va vous raconter ses rituels pour remonter la pente et ce qu'elle a mis en place pour mieux se connaître, mieux s'interroger, se décrypter en profondeur. Ça fait notamment 6 ans qu'elle va chez un psy et ça porte vraiment ses fruits avec une retombée sur son travail puisqu'elle se sent plus épanouie, plus à sa place, avec un vrai impact positif sur ses collègues. Avant de vous laisser découvrir son histoire, un petit coup de pouce de votre part est le bienvenu. N'hésitez pas à parler de ce podcast autour de vous, de laisser un commentaire ou une note 5 étoiles. C'est parti! Bonjour Vanessa! Bonjour. Merci de revenir une seconde fois pour enregistrer ce podcast, puisqu'on a quand même eu un premier acte manqué raté. Écoute, je vais commencer par te poser la première question qui est tout simplement, raconte-moi d'où tu viens. Comment est-ce que tu voyais les choses pour toi il y a 10 ans? Parfait. Bon, bonjour. Ce sont des questions faciles là pour commencer. Donc, ça fait 10 ans en fait que je travaille. Donc, je travaille toujours pour la même boîte. Donc, c'est une grande entreprise dans les domaines de la chimie. Et j'ai travaillé au Brésil pendant 5 ans. 5 ans. D'ailleurs, je suis brésilienne. Oui, c'est bien de le mentionner. Ouais, je suis brésilienne. Donc, voilà, pendant 5 ans, j'ai commencé ma carrière. J'avais une fonction très technique, vraiment liée à mes études. Et après 5 ans, j'ai eu une opportunité de déménager en France et j'ai pris un poste marketing. Mais je fais ça maintenant, donc ça fait 4 ans et demi que j'ai mon travail en France en tant que marketing manager. Et en fait, quand j'étais petite et même quand j'étais à l'école, j'ai jamais pensé à avoir un job pas technique. Et en fait, j'ai eu un souvenir récemment que quand j'étais petite, je voulais être journaliste. Et je me disais, bon, pourquoi j'ai changé d'avis? Et même pourquoi être journaliste? Donc j'ai commencé à réfléchir. J'ai toujours aimé des milieux dynamiques, les milieux créatifs, d'utiliser la communication, que je pense que c'est un de mes points forts. Et après, je pense, quand j'étais ado, j'ai changé mon avis. J'étais plutôt orientée dans la vision plus rationnelle, logique, peut-être influencée par mes parents, surtout mon père, parce que mon père, en fait, il est ingénieur. Donc, je pense que je me disais, peut-être c'est plus sûr de faire quelque chose dans les domaines techniques, même pour trouver un travail après, que dans les domaines créatifs. Donc, peut-être j'ai eu un peu peur de suivre mes rêves, mes idées initiales quand j'étais petite. Et j'ai changé mon avis. Donc, après, je suis revenue. Je suis au marketing maintenant. Peut-être c'est une deuxième chance de reprendre... de suivre tes rêves. Ouais, voilà, ma route. Parce que du coup, tu as commencé donc des études d'ingénieur chimiste. Oui. C'était plus valorisé, tu penses? Je pense que c'était peut-être plus facile au Brésil de trouver un travail. Mais aussi, j'avais peur, et ça c'est intéressant parce que c'est la peur en fait qui m'a fait changer d'avis ou de pas oser
faire ce que je me sentais plus à l'aise, que c'était vraiment lié à la communication. Donc j'avais peur de ne pas être créative tout le temps. Donc je pensais, non, mais pour être journaliste, il faut avoir beaucoup des idées, je ne veux pas faire ça. Et je pensais dans les carrières plus carrées, comme l'ingénieur, peut-être ça sera plus facile de réussir. T'as aucun risque en fait. Ouais, je pensais qu'il y avait moins de risques. Et j'avais toujours aussi la facilité avec les raisonnements, avec tous les côtés logiques. Donc j'avais les deux, en fait. J'avais les côtés communicants, créatifs, mais aussi logiques. Donc je pensais que c'était important de faire un choix, que je ne pouvais pas mener les deux en même temps. Donc j'ai fait un choix pour commencer comme ingénieur chimiste, mais la vie m'a montré une autre option. Je suis là maintenant. Ok, raconte-nous du coup un peu comment ça s'est passé en fait. Qu'est-ce qui a fait que tu es en France aujourd'hui depuis 4 ans et demi et voilà. D'accord. Bon, en fait, c'était une belle coïncidence, je peux dire, si ça existe. Hein. Les gens disent qu'il n'y a pas de coïncidence, hein. C'est les destins peut-être. Donc j'étais mariée avec un Français à l'époque. Et le travail était toujours important pour moi. Il voulait venir en France, rentrer chez lui. Mm-hmm. Et je me disais, bon, peut-être, pourquoi pas, j'ai eu toujours l'intérêt, la curiosité de connaître d'autres cultures. Mais je ne voulais pas faire n'importe quoi par rapport à mon travail. Ça, c'était super important pour moi. Surtout quand j'étais plus jeune. J'avais un sens de satisfaction, des réalisations par rapport à mon travail. Donc, c'était presque ma définition personnelle. C'était plutôt lié à mon travail que par rapport à ma vie personnelle. Ça, bon, avec la maturité, j'ai changé un peu d'avis. Hein. Mais quand même, c'était l'occasion, parce que j'ai une proposition, une poste en France pour déménager. Donc, il n'y avait plus d'excuses pour venir, parce que j'avais un job en France, que c'était intéressant, mais c'était un challenge pour moi, parce que c'était complètement hors de ma zone de confort dans le domaine technique. Mais je me disais, je vais l'accepter. Et maintenant, je pense que c'était plus lié à mes rêves quand j'étais petite. Ok. Et comment ça se passe du coup aujourd'hui ? Ça se passe bien, mais c'était pas facile que je suis arrivée. Après, il y a toujours la question culturelle, l'adaptation, la langue, la maîtrise de la langue. Mais c'est vrai que j'ai eu aussi une expérience inédite dans ma vie, qui c'était par rapport à la reconnaissance de mon travail. Donc, au Brésil, j'ai eu beaucoup de reconnaissance par rapport à mon travail. Quand je suis arrivée en France, j'avais l'impression que les choses que je faisais, il n'apportait pas les mêmes résultats positifs. Pas avec les mêmes bénéfices, la même efficacité. Et je me disais, pourquoi ? C'est comme des recettes ne marchaient plus. Donc, j'ai fait la thérapie. Donc, ça, c'était super important. T'es allée chez un psychologue, en fait. Voilà, ouais. J'ai fait de la thérapie. Donc, en fait, quand j'ai déménagé en France, ça m'aidait beaucoup. Et j'ai continué d'ailleurs. Ça fait plus de 6 ans que je suis toujours avec la même professionnelle. Et en fait, on a commencé à discuter ça. Qu'est-ce que je fais que ça ne marche plus ? Et j'ai appris que c'était important d'aussi utiliser d'autres capacités, pas que les raisonnements, pas que la logique, pour résoudre mes problèmes, pour travailler avec mes collègues, pour faire mon travail correctement. Et ça, c'était une expérience, c'était une opportunité d'exercer ma communication et les côtés créatifs que j'ai laissés un peu de côté. Ça nous permet, je pense, de bien comprendre comment est-ce que tu as fait pour rationaliser tout ça, tout ce que tu nous expliquais avant sur les peurs que tu avais quand tu étais petite. Et maintenant, en fait, tu es quand même passé par tout un processus de réflexion, d'auto-analyse avant de pouvoir arriver à ces conclusions-là quand même. Oui, je suis en train... Et tu continues. Ouais, je continue à réfléchir. Peut-être dans la 3e interview, je te dirai autre chose. Non, j'espère qu'il n'y en aura pas une 3e. Mais en fait, la réflexion, elle ne vient pas du jour au lendemain. D'abord, j'ai fait des séances hebdomadaires, 1 heure par semaine. Et quand même, ça fait longtemps. Donc, je pense aussi que j'ai appris à faire des réflexions par moi-même. Donc, la session avec la thérapeute, elle est importante, mais c'est juste pour organiser mes idées. Et j'ai continué à faire l'exercice chez moi quand quelque chose m'arrive.
Et ça, c'était une occasion, c'était, je pense, la première fois que j'ai utilisé un peu l'effet de faire la thérapie, de faire les réflexions pour mieux comprendre comment être un professionnel plus adapté à mon travail. Et en même temps, de comprendre quels sont les bénéfices que je peux avoir comme personne, pas que comme professionnel. Parce que la communication, c'est quelque chose que j'aime bien. L'interaction avec les gens, c'est quelque chose que j'adore. Donc, c'est pas que pour être un professionnel plus efficace, plus productif, mais aussi pour avoir un peu plus je pense qu'un peu plus de bonnes expériences dans ma vie personnelle, profiter plus de mes talents dans ma vie personnelle aussi. Est-ce que tu peux donner des exemples du coup de réussite, de ce qu'a pu t'apporter la thérapie dans ta vie perso? Bien sûr. Donc, surtout en France, parce que quand je suis arrivée en France, je parlais pas très bien. Donc, c'était difficile de me communiquer, que c'était toujours mon point fort. Donc, je me sentais très faible. Et j'ai eu très peur aussi de pas démontrer qui je suis, en fait. Ma vraie personnalité, de faire peut-être une persona, parce que je ne pouvais pas m'exprimer. Et dans la thérapie, en fait, on travaille beaucoup comment on va se focaliser sur tes talents, tes compétences, tes points forts pour renforcer ça. Et tu vas utiliser ça comme les outils, comme les supports pour rendre ta vie plus facile et plus heureuse. Donc, j'ai travaillé beaucoup par rapport à ça pour réduire la critique sur moi-même. Donc, l'autocritique, c'est les pires des choses quand tu veux évoluer dans une nouvelle langue, par exemple, dans l'apprentissage de n'importe quelle activité. Donc, j'ai travaillé beaucoup ça dans la thérapie et pour dire, peu importe, je veux faire le mieux que je peux avec mes conditions actuelles et je pense que ça suffira. Et j'ai vraiment eu cette expérience, j'ai pu évoluer et je pense que ça n'a pas m'empêché de connaître les gens, d'avoir des bons moments et de m'exprimer d'une façon plus spontanée et de façon plus cohérente avec moi-même. Ok, donc tu as appris en grande partie l'indulgence avec toi-même. Ouais. Donc, je pense aussi, il y a eu un moment très important quand je suis arrivée en France, à travers de la thérapie, j'ai vu ça, que c'était les besoins d'avoir un peu plus de connaissances par rapport à mon loisir. Parce qu'au Brésil, je travaillais beaucoup, donc je n'avais pas beaucoup de temps, et j'étais contente par rapport à ça, parce que toutes mes réalisations, c'était lié à mon travail, ou presque, les grosses réussites, c'était vraiment lié à mon travail. Quand je suis arrivée en France, le travail ne marchait pas très bien par rapport à la reconnaissance. Je me disais, la vie ne peut pas être comme ça. Je veux essayer de chercher une façon de remplir ma vie avec des choses que j'aime bien faire. Donc, j'ai commencé à réfléchir quelles sont les choses que j'aime bien faire. J'ai commencé à faire du sport. Je ne faisais pas avant. Donc, j'aime bien faire la course à pied. J'aime bien faire, même marcher quand je veux éclaircir mes idées. J'adore marcher. Quand je ne veux pas penser, j'adore faire la course à pied. Donc, c'est un peu thérapeutique. Okay. Et après, ça, c'était par rapport du sport, mais aussi par rapport à mes réflexions. J'ai trouvé beaucoup d'intérêt dans la philosophie. Et la philosophie, c'était quelque chose qui a changé ma vision, en fait, par rapport à lier, par exemple, toutes mes capacités de communication, créativité avec les capacités logiques et des raisonnements. Dans la philosophie, on voit que tout c'est possible. Il n'y a pas de règles. Il faut se focaliser sur... Il faut chercher un chemin et faire que ça. Donc, j'ai trouvé beaucoup de souplesse dans mes pensées avec la philosophie. Et ça, j'ai appris en France. Est-ce que ton entourage, il a vu ton évolution? Les personnes qui te connaissaient avant et après, qu'est-ce qu'ils ont dit de toi? En fait, ça c'est intéressant parce que je vois ça surtout avec mes amis qui sont au Brésil. Donc ils disent, je ne sais pas si tu as beaucoup changé. Bon, il y a toujours ces genres de commentaires. Ils ont dit peut-être c'est ta maturité
Parce que quand je suis arrivée en France, j'avais 28 ans. Aujourd'hui, j'ai 33 ans. Ouais. Et je pense que je cherche une vie vachement plus simple, plus apaisée, calme, en même temps avec plus de satisfaction. Et avant, je pense que j'étais très connectée à les expectatives de la partie culturelle du Brésil, mais aussi du social. Donc, des expectatives extérieures. Tu veux dire, enfin, ce que tu disais tout à l'heure sur le persona, le fait que peut-être tu utilisais un masque pour Ah ouais. t'attendais Ouais, le regard des autres, en et fait. ça, c'est les vrais mots, c'est les masques. D'ailleurs, parce que l'orientation de la thérapie que je fais, c'est jungienne. Ouais. Donc, Jung, il parle beaucoup de masques. Et je pense que c'est un peu ça. Quand on ne se connaît pas trop, c'était mon cas, hein, je pense que j'ai pas consacré les temps, accordé les temps pour moi-même, pour réfléchir, pour être toute seule, quand j'étais au Brésil surtout, parce qu'il y a de la famille, des amis. Mais en France, j'ai beaucoup de temps libre, je suis fréquemment toute seule. Et ça, c'est bien de temps en temps, parce que j'ai plus de temps de réfléchir qui je suis, qui je veux faire, qui que je ne veux pas continuer à faire. Et ça aussi, ça m'aide à avoir une vie plus cohérente, plus essentielle en fait. Et je pense que mes collègues, quand ils me regardent, maintenant mes amis qui me connaissent depuis que je suis petite, ils voient que je suis plus calme, je pense que plus centrée. Ok. Et tu vois pas ça comme de la solitude ou de la souffrance de réfléchir tout le temps hein, sur toi, etc. Ça, bon, il faut bien aimer, hein, parce Ok. que c'est pas facile. De temps en temps, on va toucher des sujets délicats, les choses que vraiment on veut pas y réfléchir. Et c'est pour ça qu'on trouve plein de choses à faire. On a toujours beaucoup de gens autour de nous, parce qu'on veut pas toucher certains sujets. Et quand tu es toute seule, que tu fais vraiment l'exercice de réfléchir, tu sais que de temps en temps, à la fin de la réflexion, même à la fin d'une session de thérapie, tu vas pas te sentir Tu te sens pas très bien, super quoi. bien. Ouais. De temps en temps, je suis embêtée, je me dis, bon, je me sens pas bien. Mais c'est normal. Je pense que c'est les cycles, les cercles qu'il faut faire. Mais maintenant, je préfère ça, en fait. Je préfère me connaître, dédier les temps pour la connaissance en moi, que juste remplir ma vie avec des activités sympas et voilà, plein de distractions, mais perdre l'opportunité de vivre une vie qui s'est plus liée à ce que je veux en fait. C'est hyper sage ce que tu dis. Bientôt, on dirait que tu as 80 ans de pouvoir d'être capable d'être arrivé à ça. Je voulais faire un petit aparté à ce sujet, parce que toi, tu parles de de thérapie psy assez librement. En France, je pense qu'on peut encore dire que c'est assez tabou, soit par fierté ou par honte. Les gens n'osent pas trop parler de ça ou n'osent même pas trop aller chez le psy. Ouais. Et du coup, je voulais en profiter en t'écoutant pour dire à ceux qui nous écoutent et qui peuvent aussi parfois avoir besoin d'aide. Et c'est pas grave d'avoir des faiblesses. Enfin, je pense qu'on a tous des problèmes profonds à régler, etc. Et que c'est aussi un moyen de mieux se connaître et d'en apprendre sur soi que d'aller chez le psy de temps en temps. Donc voilà, c'est bénéfique pour soi et je pense aussi pour les proches autour. Tu confirmes? Je confirme, Ouais. hein, je confirme. Et en fait, c'est un moment pour toi-même. Ouais. Tu vas donner tu vas faire un investissement de temps, peut-être même d'argent, hein, mais c'est pour toi-même, c'est pour ta propre évolution, c'est pour améliorer la relation que tu as avec ta vie, avec toi-même, avec les gens qui sont autour, avec ta famille, tes amis, tes collègues de travail par exemple. Mhm. Et ça, c'est quelque chose qui va te rendre vachement plus contente. Si tu sais gérer tes émotions, par exemple. Et de temps en temps, je vois qu'on n'apprend pas ça. Surtout, bon, je peux dire par rapport au Brésil, on parle jamais de ça. On parle jamais des émotions. Ça, c'est un peu sujet tabou. On parle pas et on sait pas gérer les émotions. Donc, dès qu'il y en a un problème au niveau professionnel, par exemple, en général, on va réagir d'une façon que à la fin, on ne sera pas content. On ne se sent pas bien à la fin des discussions. Donc,
ça peut aider beaucoup, je pense, comme tu vas te positionner par rapport aux différents sujets, personnels, professionnels, mais aussi comme tu te sens après un événement. Après, si tes réactions sont vraiment les vraies réactions que tu veux mener dans ta vie. Et ça, c'est genre, je veux même pas dire que c'est un contrôle, mais voilà, c'est juste que tu apprends quels sont les sujets qui sont plus difficiles pour toi, qui peut-être c'est que pour toi, peut-être c'est pas pour Camille, c'est pour Vanessa. Ouais. Et dès que ça arrive, tu sais mieux, tu te connais mieux. Donc tu sais, ça c'est un sujet délicat que pour moi. Donc je veux mieux maîtriser la façon de les gérer. Et ça c'est super positif. Et même, tu peux reconnaître ça dans les discussions avec tes collègues, quand tu as une discussion difficile. Tu fais un commentaire qui théoriquement c'est simple, c'est pas agressif, mais la personne elle va prendre d'une façon un peu plus dure. Tu peux toujours réfléchir, peut-être ça c'est plus difficile pour elle que c'est pour moi. Donc c'est un peu de l'empathie aussi. Ouais. Non, c'est hyper intéressant. Est-ce que tu penses que, parce que toi tu te fais accompagner, est-ce que tu penses qu'on peut faire cette réflexion tout seul, dans sa tête? Je pense qu'on peut faire tout seul. Mais pour moi, par exemple, j'étais toujours trop rigide et dure avec moi-même. Donc, quand je faisais ça par moi-même, quand j'ai commencé, ou même quand j'étais au début là, de la thérapie, donc j'avais pas beaucoup d'intimité avec moi-même, ma compréhension des événements, c'était toujours que moi, j'ai fait une erreur, c'était moi coupable. Et de temps en temps, oui, c'est vrai. Mais on peut regarder les choses d'une façon moins rigide, plus souple. Et ça, je pense que la thérapie peut t'aider beaucoup. C'est vraiment un professionnel qui peut avoir ces regards par rapport à des situations et même par rapport à tes comportements. Donc, je recommande fortement d'essayer de faire ça par toi-même, mais aussi avec un professionnel, parce que les professionnels vont vraiment dire, voilà, dans ces moments-là, tu es trop dur avec toi-même, ou dans ces moments-là, voilà, c'est vrai qu'il y a des choses à améliorer. Donc, je pense que comme ça, tu te sens plus, à mon avis, plus sûr par rapport à les changements que tu vas faire dans ton comportement, dans ta vision de vie, voilà. Ok, je comprends. Et les jours où t'es pas dans ton assiette, qu'est-ce que tu fais? Ah, voilà. Ça arrive avec tous les gens. Bon, la première chose, c'est quelque chose que j'ai appris avec la thérapie aussi. C'est qu'il faut bien garder en tête que la vie, elle est une vie complète. Il n'y a pas une séparation entre la vie personnelle et professionnelle, vraiment. Ouais. C'est nous. C'est nous qui créons ça, en fait. Une séparation. Donc, comme dans la vie perso, il y a des jours que, voilà, on ne se sent pas bien, on est triste, on a une mauvaise humeur. Et ça peut arriver aussi dans le travail, dans les contextes professionnels. Donc, il faut toujours regarder toi-même comme une personne qui peut un jour être plus productive, efficace, souriante, sympa, et un jour que, voilà, tu préfères être dans ton coin, tu es un peu plus fatigué, et à la fin, il faut juste regarder d'une façon globale, dans la vie perso et dans la vie professionnelle. Globalement, il faut y aller dans la bonne direction, la direction que tu veux. Il ne faut pas être trop pressé non plus. Je vois qu'aujourd'hui, on a une maladie de productivité. On est toujours pressé, on ne prend pas le temps de faire les choses. On fait vachement plus qu'on peut gérer dans une journée de 24 heures. Et à la fin de la journée, tu es fatigué, épuisé, et parfois tu n'as pas la sensation de « ça y est, j'ai réussi ». Tu as la sensation « ah mince, mais il y avait une chose que je n'ai pas finie ». Et ça, c'est pas honnête avec nous-mêmes. Donc, je pense qu'il faut aussi penser, si aujourd'hui, c'est les seuls jours qui existent vraiment, on ne sait pas, demain on ne sait pas, hier, bon, c'est passé. Il faut, à la fin de la journée, se sentir bien. Donc, je pense que dans les milieux de travail, et même, voilà, pas que dans la vie perso, mais aussi dans les milieux de travail, il faut toujours réfléchir comment je peux mener mes activités d'une façon qu'à la fin de la journée, j'ai la sensation de réussite, mais j'ai aussi d'énergie. Je ne suis pas épuisée. Donc ça, c'est un peu mon contrôle, voilà, mon thermomètre pour savoir si je suis bien en train de faire les choses de la façon que je veux, c'est-à-dire mener ma vie.
Et du coup, concrètement, pour les auditeurs qui nous écoutent, ça veut dire quoi? Est-ce que tu as des rituels, tu as des choses pour essayer d'équilibrer ça le jour où tu es un peu moins... Ouais, j'ai un rituel. J'ai plusieurs choses que j'aime bien faire, mais à mon avis, l'activité que j'essaye de faire, et ça peut être de différentes façons, c'est de chercher les choses qui me rendent plus contente, qui va renforcer ma estime en moi. Donc, j'essaye de réfléchir, par exemple, j'aime bien lire des phrases positives. Donc, j'ai toujours avec moi des phrases ou même un livre que je peux prendre 5 minutes juste pour lire. C'est quelque chose qui va me rendre plus tranquille. Soit j'ai aussi des musiques que j'aime bien. Donc, je prends là la musique ou j'appelle quelqu'un. J'ai aussi des listes de contacts, des gens qui sont toujours là pour vous dire quelque chose sont les choses que j'ai vraiment besoin quand je me sens un peu triste ou un peu démotivée, par exemple. Et j'aime bien aussi une chose simple que tu peux faire n'importe où, même pendant les meetings, même pendant les discussions, tu peux faire souffler. Respirer ou souffler? Voilà. Tu respires par le ventre. Ouais. Ah oui, ok. Voilà. D'accord. C'est ça. Mais parce que de temps en temps, on ne fait pas ça. Et ça, c'est déjà quelque chose de simple. Tu vas rester plus calme après ça. Et je pense qu'on ne fait pas assez. Donc, j'essaie aussi de réfléchir par rapport à la respiration. Ok, c'est génial. Et du coup, si on reprend le premier élément de ta besace qui est le livre, est-ce que tu en as un en particulier qui t'inspire, qui tu penses peut valoir le coup d'être partagé ici? Oui. En fait, j'ai un livre, j'ai lu en anglais. Ouais. Donc, je cherche ici les noms en français. Donc, les noms, les 4 accords Toltec. Ouais. Donc, en fait, l'auteur, je pense que c'est un Mexicain, Don Miguel Ruiz, c'est son nom. Et en fait, c'est très intéressant parce que c'est en fait 4 conseils, c'est-à-dire de choses que tu peux faire dans ta vie. Et si tu fais ces 4 choses, en fait, sont 4 accords, en général, tu peux résoudre n'importe quelle situation. Donc ça, c'est super intéressant. C'est une espèce d'accord universel que tu fais avec toi-même. Donc je vais juste dire vite fait quels sont les 4. Donc que votre parole soit impeccable, c'est les premiers. Les deuxièmes accords, ne faites pas une affaire personnelle. Et ça, pour les travail, c'est super important. Ouais, c'est vrai. Ne Vraiment jamais important. prendre pour personnel ce qui se passe, quoi. Voilà. Les troisièmes, ne faites pas des suppositions. Ok. Ça, c'est vrai. De temps en temps, on interprète les choses par rapport à notre vision, pas par rapport à ce qui se passe. Donc, il ne faut pas faire les suppositions. Si tu n'es pas sûr, posez la question. Reposez la question, juste au moment que tu es clair. Et les quatrième accord, faites toujours de votre mieux. C'est ce que tu disais au début, c'est être indulgent avec soi-même et faire le mieux qu'on peut en fonction de notre énergie du jour, quoi. Et ça, c'est vrai. Parce que c'est pas faire ton mieux à n'importe quel prix. C'est faire ton mieux dans les conditions que tu as dans les moments. Ouais. Et ça, c'est important. Hyper intéressant. Ouais, c'est vraiment chouette. On arrive bientôt à la fin de cet épisode. Est-ce que tu as un élément ou deux qui est important que tu souhaiterais partager encore avec les auditeurs? Ouais. Ou un conseil ou... Non, je pense que les conseils, en fait, c'est d'abord de ne pas avoir peur, de réfléchir, de faire une meilleure connaissance de soi. Ça, c'est la première chose. Je suis sûre qu'après ça, la vie va s'organiser d'une façon différente parce que tu changes ton regard. Donc ça, c'est vraiment mettre ton regard par rapport à les choses qui sont importantes pour toi. Mais pour savoir ça, il faut s'éloigner un peu de toutes les questions culturelles, sociales et faire une réflexion intérieure. Et deuxième fois, il ne faut pas être trop dur avec toi-même. Donc, si tu as tes objectifs, et ça, je suis d'accord, il faut avoir des objectifs, il faut avoir des cibles, mais il ne faut pas être trop rigide, il faut être fluide. La vie, elle est fluide et la vie, elle est simple. Donc, il faut essayer de trouver la simplicité et pas éviter d'être trop rigide avec toi-même.
Ok, bon écoute, c'est une super belle manière de terminer cet épisode. Merci beaucoup. Merci. Et puis, à très bientôt. À très bientôt. Un grand merci d'avoir suivi cet épisode. Vous pouvez dès aujourd'hui vous abonner au podcast des Heureux Anonymes sur iTunes, SoundCloud, Stitcher, Spotify et Acast et suivre son actualité sur Instagram sous l'identifiant Les Heureux Anonymes tout attaché. Dans tous les cas, si vous appréciez ma chaîne, le meilleur moyen de me soutenir est de me laisser un commentaire 5 étoiles et de la recommander à votre entourage. Qui sait, cela sèmera peut-être une graine dans la tête d'un de vos amis et l'aidera à prendre des décisions pour sa vie. Rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode.